va accueillir comme premier intervenant le foyer Adveniat, qui va être présenté par le père Vincent Cabanac. Ce foyer est situé à Paris, il est animé par la communauté assomptionniste, et puis avec une spécificité, une belle spécificité, c'est qu'il est en lien avec une auberge de jeunesse, et donc on trouvait l'expérience intéressante justement entre cette double mission justement entre l'évangélisation et l'hospitalité. Et je vais laisser la parole au père Vincent qui va nous présenter eh bien, le foyer Adveniat et puis la petite vidéo, je crois aussi, qui va être lancée par, par Pascaline et Béatrice lorsque eh bien, ce sera prêt et lorsque ça avait été prévu dans le déroulement. Vincent, on te laisse la parole et puis tu vas passer en grand écran. Bonjour, donc, je suis heureux de vous retrouver. Je vais donc être le premier de ceux qui interviennent. Si on pouvait voir le PowerPoint. Donc, je vais vous présenter justement ce qu'il en est de ce foyer. On peut voir la suivante. Slide suivante. Donc, nous nous trouvons, en effet, ce projet a été lancé il y a 10 ans dans un lieu où nous sommes implantés depuis longtemps parce que c'est un lieu habité par une communauté qui a été à l'initiative d'un certain nombre de projets sous la protection de Notre-Dame de Salut, à la fois le pèlerinage national et le pèlerin, puis la croix. Mais lorsqu'une orientation nouvelle a été donnée à ce lieu historique, le choix a été fait d'y établir une auberge de jeunesse chrétienne. Le projet a mûri pendant une dizaine d'années, au début des années 2000, et cette auberge de jeunesse chrétienne s'est implantée dans un quartier particulier, puisque nous sommes proche des Champs-Élysées, un lieu historique, mais nous avons toujours la protection de Notre-Dame de Salut qui est dans notre chapelle. Alors, le suivant, le foyer a été, dès le début, conçu comme quelque chose d'important pour réunir des jeunes du monde entier, puisque l'auberge est aussi à destination de cela, pour offrir à la fois un accueil simple et hospitalier. Et nous le faisions à partir d'un groupe. Alors, on appelle ça une taille apostolique, puisqu'il y a 12 étudiants qui se réunissent au moins une fois par semaine, même s'ils ont une expérience commune de vivre ensemble dans cet espace, et de pouvoir aussi le faire avec des rencontres informelles qui viennent compléter justement l'activité du foyer, que ce soit les temps de prière, qui ont été vécus de façon plus forte, en particulier lorsque les confinements ont eu cours, puisque lors de chaque confinement, la plupart des étudiants sont restés parmi nous. La rencontre hebdomadaire du mardi réunit chacun autour de l'Eucharistie, du repas et d'une soirée thématique. La suivante. Le profil de nos jeunes est assez différent, de dimension internationale, puisqu'on accueille, même s'ils ne sont pas majoritaires, et surtout cette année à cause de la crise du Covid qui a rendu difficile la venue de jeunes de l'étranger, mais nous faisons le choix aussi de mêler des jeunes, certains, plusieurs en alternance, donc en ayant une expérience de vie professionnelle, mais de formations très différentes, telles que évoquées médecine, sciences sociales, Sciences Po, ingénieur ou droit. Nous faisons aussi le choix de réunir des jeunes qui ne sont pas tous chrétiens de la même façon. Nous avons une dimension œcuménique importante aussi, même si ce n'est pas une variété très, très forte, mais nous sommes ouverts à l'accueil de protestants ou d'orthodoxes. Et nous faisons en sorte que justement, ça puisse être le lieu d'éveil de la foi de certains. On a l'un ou l'autre qui fait un cheminement de foi, parfois de découverte de la foi chrétienne. C'est aussi un cadre propice à l'apaisement, à la réflexion et aux études. On a la chance d'avoir même au cœur de Paris un jardin qui nous permet d'en profiter lorsqu'il émerge. Et le lien avec l'auberge fait aussi que on contribue par la vie de prière, puisque la chapelle et le temps que nous avons en commun sont aussi ouverts à tout le monde. La chapelle est à la fois pour la communauté religieuse qui y vit. Nous sommes 4 religieux, mais aussi pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, à la fois du foyer
et de l'auberge qui accueille en effet 90 personnes au maximum. Les rythmes propres de notre année, c'est à la fois un week-end d'intégration qui est important, puisque chacun de nous peut venir d'un lieu différent, une dimension aussi spirituelle vécue intensément lors d'un temps de retraite qui réunit tous les foyers de l'Assomption au mois de janvier. Normalement, en crise de Covid, on a dû se limiter à notre foyer, mais aussi des rencontres régulières qui réunissent les différentes maisons de l'Assomption autour d'un thème commun. Nous avons pu avoir une réflexion à partir de l'évangile de Matthieu sur quoi serons-nous jugés. Une année, c'était sur quel est notre projet de vie et voir justement des témoins qui nous parlaient de ce qu'avait été leur projet de vie, leur vocation, et aussi à partir de l'encyclique Laudato Si, ces rencontres viennent nourrir et s'inscrire dans les rencontres régulières des étudiants. La suivante. L'intégration alors d'Adveniat, c'est en effet un projet, c'est un projet d'auberge de jeunesse qui a intégré dès le début un foyer afin de faire une synergie entre des résidents permanents qui demeurent présents tout au long de l'année et les liens avec des jeunes qui passent à l'auberge. Vous imaginez bien que ceux qui viennent participer et intégrer l'auberge, qu'on peut appeler des clients ou des hôtes, sont à la fois des individualités ou des groupes qui viennent du monde entier, puisqu'on a grosso modo, nous avions, parce qu'il devait y avoir une réorganisation sans doute à la réouverture de l'auberge qui vient de s'opérer, nous avions un tiers de jeunes venant d'Asie, un tiers venant de France et un tiers venant d'Europe et d'Amérique. Très peu d'Afrique et quelques-uns aussi d'Amérique latine. Les étudiants du foyer participent à la vie de l'auberge en lien avec ceux qui l'animent, en particulier un des frères qui est chargé de l'animation pastorale et d'autres qui y participent, puisque dans la mission, nous demandons aux jeunes de donner 2 heures d'activité hebdomadaire au service de l'auberge. L'auberge est un lieu de rassemblement de divers groupes, des fois d'aumônerie, de groupes qui viennent en pèlerinage ou de groupes qui viennent participer à un événement, le congrès mission ou d'autres activités. Alors, les mesures sanitaires ont contraint l'auberge à fermer ses portes, comme tout lieu d'accueil, mais nous venons de réouvrir et on a profité de ce temps justement pour renforcer les liens entre les jeunes du foyer ou de la communauté, puisque tout au long de ces mois, les jeunes étudiants étant souvent en téléenseignement vivaient sur place, et de même pour nous. Et donc, il y a eu un renforcement important des liens entre le foyer et la communauté. Le projet repart, la berge a été complètement rénovée, on a profité de ce temps de fermeture justement pour améliorer les conditions d'accueil, rénover l'ensemble. Il y a un projet qui est mis en place aussi de lien entre les anciens du foyer et les actuels, de façon à favoriser le soutien mutuel, et puis les possibilités pour les jeunes de s'engager dans la communauté une année, parce que nous accueillons aussi des jeunes au sein de notre communauté pour une expérience de vie de foi, mais aussi dans les œuvres de l'Assomption. Je vais vous faire passer maintenant une petite vidéo qui a été montée par des jeunes ou un jeune qui est venu filmer, qui vous donnera un peu une bonne idée de ce qui est vécu au sein de ce foyer et de cette auberge de jeunesse chrétienne, qui est un projet tout à fait original, animé par l'Assomption, mais ouvert à toutes les dimensions de l'Église au cœur de Paris. Le son. Oui, je pense qu'il me dit seulement que le son. Regnum tuum. On se retrouve avec des personnes qu'on n'a pas choisies et avec qui on vit et à qui on va parler, on va débattre. Et enfin, je pense principalement d'un point de vue à la fois politique, parce qu'on parle beaucoup de politique, Mettre plus fort le son. d'un point de vue, je dirais, aussi religieux,
Parfait, Et merci. après aussi, vu que c'est l'aide au foyer, dans les autres choses qu'on apprend, on apprend à développer nos compétences culinaires, par exemple, pour les repas du mardi soir. Je suis vraiment content sur ce point-là en termes de fraternité, et de dialogue, de vie sociale. Parce que l'ambiance est très bonne au sein du foyer, entre différents membres du foyer, entre le foyer et la communauté. C'est vraiment un bon moyen de raconter. Ça peut être de la small talk, comme ça peut être des expériences. Pas mal, j'aime bien. Donc finalement, quand on parle généralement de biodiversité, on pense aux espèces, on pense et généralement aux espèces les plus emblématiques, mais voilà, il faut penser finalement de manière globale. Et comme le dit François, il faut penser bien aux vers de terre, aux insectes. C'est-à-dire il décrit ce qui est en train de se passer, ce qui a commencé à se passer avant, et qui va continuer si aujourd'hui on n'arrête pas, parce que justement... 12 étudiants, c'est un petit nombre, hein, qui vivent toute l'année avec nous. C'est un foyer où chacun s'implique pour participer à la vie de ce foyer. Ce n'est pas une colocation, ce n'est pas un internat, c'est un lieu de vie et de partage, de rencontre qui amène chacun à pouvoir à la fois faire ses études, puisque c'est pour ça que la plupart viennent à Paris. Deuxièmement, non seulement y réussir, mais aussi s'épanouir, et de le faire à tous les niveaux, du point de vue humain, du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue spirituel. Dans le respect mutuel, on fait en sorte qu'il y ait, dans la proposition aussi qui est faite, une progression et une expérience de foi importante. Voilà la présentation. Ce film a été réalisé par 2 étudiants. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation et puis aussi pour mobiliser notre imagination, notamment ce lien entre une auberge de jeunesse et le foyer à côté, avec des connexions qui se font entre les deux. Et puis on voit aussi ta présence notamment, c'était pas ta mission, seulement ta mission, hein, le Père Vincent est aussi aumônier national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et puis j'imagine que tu as d'autres missions à côté également, mais quelle est ta place dans le foyer, quelle est un peu ta disponibilité, et puis comment tu accompagnes? Alors, nous sommes d'abord une communauté religieuse qui vivons sur place, donc c'est la communauté qui accompagne le foyer. Alors, on se répartit les tâches. Le Père Djika fait l'animation pastorale de l'auberge. Hein. Il y a aussi le Père Sébastien Anthony qui va prendre la responsabilité du foyer en septembre. Moi, j'ai assumé ça. Donc, c'est chacun qui peut accompagner. Moi, je le faisais, c'est-à-dire à la fois personnellement, d'abord dès le recrutement, hein, sélectionner. Alors, j'avoue qu'on a beaucoup de demandes et donc c'est délicat de prendre des personnes, puisqu'on a à peu près 6-7 nouveaux par an. Et puis ensuite, c'est du dialogue permanent, puisqu'on vit dans le même espace, on partage la prière. Le temps, ce n'est pas simplement la soirée du mardi, mais c'est le partage commun. Donc, grosso modo, ça peut demander une disponibilité qui représente au moins 10 à 20% de mon temps, quoi. Merci, un grand merci Vincent de nous avoir présenté Adveniat. Et puis on va passer à la nouvelle initiative qui est Géricoloc avec Catherine Thévenet. Donc, enchantée. Voilà, alors comme vous l'avez dit, Géricoloc est un groupe Facebook. Donc, les jeunes et jeunes pros, étudiants et jeunes pros qui souhaitent rejoindre une coloc donc catholique à Paris font la recherche. En général, ça marche beaucoup bouche à oreille. Aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est Géricoloc? Aujourd'hui, ça a été créé en octobre 2012. Ça rassemble aujourd'hui plus de 3900 membres sur le groupe, avec une adhésion en légère croissance par rapport aux années précédentes. Et en moyenne, c'est plus de 30 adhésions mensuelles. Beaucoup donc au bouche à oreille, la recommandation. Ça marche comme ça. Comment ça fonctionne? C'est que nous, suite à une demande d'adhésion, on accepte pas, on vérifie la personne, on va dire, a l'air, on va dire, en phase avec les valeurs du groupe. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, en 2012, certains principes, on va dire, une charte a été définie
Alors d'abord des principes, puis une charte un peu plus détaillée a été définie, écrite, donc qu'on retrouve dans le groupe Facebook. Donc sur 3 piliers à l'origine, le partage, la prière et le service. On a ajouté la notion d'ouverture en plus du service aujourd'hui avec Raphaël, qui co-administre ce groupe. Alors que le partage, c'est-à-dire le partage de moments conviviaux, donc dans la charte, on peut retrouver ces idées-là, c'est-à-dire le partage d'un dîner de colloque alors à la fréquence souhaitée par la colocation, parce que c'est à préciser, c'est que chaque géricoloc définit son propre projet. Voilà, nous sommes là, on va dire, pour faire en sorte que les gens se rencontrent et pour approuver aussi les demandes de colocation. Mais chaque projet est propre aux colocataires. Nous n'intervenons pas sur ce plan-là. Donc un moment de partage, donc la fréquence à définir, pour assurer, on va dire, que la colocation reste un lieu d'échange et pas juste un endroit où chacun vit, se retrouve seulement pour dormir, vraiment qu'il y ait un partage. Bien sûr, la prière, encore une fois, là, à définir. Alors j'ai fait un sondage pour cette présentation pour voir concrètement quelles étaient les habitudes et projets des colocations en cours. Alors, ces 3 piliers se retrouvent, on va dire, à différents degrés. Beaucoup le partage, les moments conviviaux sont bien mis en place. La prière aussi, certainement, alors que ce soit des temps de prière, souvent c'est le fait d'aller à la messe ensemble, tout simplement, mais parfois c'est aussi des laudes ou des complis. Mais globalement, c'est les moments conviviaux qui reviennent le plus. La prière, je pense qu'il y a aussi un deuxième temps. Et le service d'ouverture, là, on a pu faire le constat que c'était peut-être le 3e pilier sur lequel il y avait peut-être le plus de difficultés à mettre en place des actions. Mais en tout cas, c'est sur ces 3 piliers-là qu'a été fondé le groupe en 2012 avec maintenant l'administration qui se relaie depuis 2012 avec des volontaires sur le groupe. Voilà pour vous donner les grandes lignes. Avec les enjeux actuels, alors comme vous avez vu, c'est beaucoup de personnes, 3900. Donc, et c'est aussi beaucoup d'annonces. C'est peut-être quasi quotidiennement que Raphaël et moi devons analyser des annonces des propositions de colocation ou alors des recherches, mais plutôt des propositions de colocation à Paris. Alors nous, on est aussi là pour approuver ces annonces-là et pour faire en sorte de maintenir l'esprit et aussi l'exigence, parce que ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que l'esprit, on va dire, de climat et de convivialité, ça, on le retrouve bien, mais aussi l'exigence, voilà, de retrouver, en principe, c'est au moins 2 des 3 piliers, que sont la prière, le partage et le service. Donc nous, ce qu'on propose là en ce moment, on a du coup rediscuté avec notre administrateur, c'est de remettre ça un peu au centre, de remettre la charte au centre, en ajoutant un questionnaire que les gens devront lire pour rejoindre le groupe. Ensuite, un autre enjeu, c'est de dynamiser ça. Alors, notre proposition évoquée ensemble, ça a été d'assurer un rassemblement. Alors, une fois que ce sera possible, rassembler les géricolocs existantes, en tout cas à Paris. Voilà, donc pour vous dire que géricoloc, moi j'ai vérifié ça hier pour répondre à votre question. C'est surtout la géricoloc parisienne, j'ai l'impression qui est active. J'ai pas retrouvé d'autres groupes. Donc déjà rassembler, dynamiser, c'est celle qui existe. Et aussi il y a le côté aussi bien sûr de confiance au niveau des bailleurs pour promouvoir la confiance dans les géricolocs. Pour qu'il y ait de plus en plus de propriétaires qui soient disposés à faire en sorte d'accueillir une géricoloc chez eux. Ce qui est en général le cas. Il y a une grande confiance justement dans les géricolocs qui sont respectueuses des habitations, des appartements. Et donc les projets, alors au-delà de ce que j'ai évoqué en enjeu, les projets, c'est d'étendre bien sûr le principe à d'autres villes françaises. Alors on a un peu comme premières idées, c'est de s'appuyer sur les communautés qui existent de jeunes catholiques, donc étudiants ou jeunes pros. Donc ce qui existe en ce moment, c'est Copains parisiens, ou Copains avec les mêmes modèles mais sur d'autres grandes villes. Donc ce qui existe, c'est Copains nantais ou Copains lyonnais. S'appuyer déjà sur ces communautés-là pour relayer et trouver un peu des volontaires pour reprendre le principe, pour reprendre des groupes similaires.
Donc n'hésitez pas, je sais qu'aujourd'hui on est nombreux, n'hésitez pas si vous avez la volonté de reprendre un groupe équivalent ou si vous connaissez, au moins de relier cette demande. Ce sera avec plaisir aussi qu'on puisse être en contact pour relayer la façon dont nous fonctionnons nous avec Raphaël et aussi notre charte. Voilà. Et aussi si vous avez des suggestions sur la façon d'améliorer ou des propositions, n'hésitez pas. Nous avons le contact qui est précisé ici. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que c'est possible d'insérer le lien du groupe Facebook dans nos commentaires du chat? J'ai essayé de le mettre moi, mais à partir de mon compte, donc je pense que tout le monde ne peut pas y accéder. D'accord. Donc voilà, pouvoir le mettre. Et puis n'hésitez pas si peut-être aussi à vous contacter s'il y en a qui veulent un peu développer l'offre aussi dans d'autres villes pour vous inspirer de ce que vous faites. Et donc vous avez vos contacts sur la présentation, mais peut-être si vous pouvez aussi mettre votre contact dans le chat, ça pourrait être intéressant pour relayer. Un grand merci en tout cas pour cette proposition qui touche beaucoup de jeunes pros et d'étudiants et qui permet aussi justement cette autonomie et cette transition après avoir été dans les foyers ou quitter tout simplement sa famille. Un grand merci. Et puis on écoute la prochaine proposition qui est le foyer étudiant à Laval, présenté par le père David Duguet. Donc je n'ai pas fait de beau PowerPoint, je suis vraiment désolé. En 2011, quand j'ai été nommé aumônier des étudiants, notre évêque a demandé, donc je suis prêtre du diocèse de Laval. Laval, c'est une toute petite ville étudiante. Je ne peux pas jouer en concurrence avec vos grosses villes. C'est une ville étudiante où principalement, en 2011, il y avait des écoles d'ingénieurs en aéronautique et en informatique. Depuis, on a des campus médicaux et paramédicaux qui ont ouvert. Donc, notre évêque m'avait demandé d'ouvrir un foyer pour des garçons afin qu'ils puissent s'enraciner dans leur vie chrétienne et quitter le foyer avec un caractère vocationnel, puisqu'il m'a demandé que la moitié du foyer, ce soit au moins des jeunes du diocèse. Donc, ça explique un certain nombre de nos contraintes, le cahier des charges a été fixé par l'évêque. 2011, quand j'ai eu la demande de l'évêque, j'ai souri et puis j'ai dit on verra plus tard. Et donc septembre 2012, on a ouvert puisqu'il y a 4 garçons qui les uns après les autres ont appelé sans se concerter pour qu'on puisse ouvrir quelque chose. Donc on a commencé en septembre 2012 et donc là on est à la 9e rentrée. Comment ça se passe? Donc, il y a 10 garçons qui vivent en communauté. Ils ont la prière tous les matins, la prière des laudes tous les matins, la soirée communautaire le lundi soir, pendant laquelle, une fois par mois, on a l'adoration, une fois par mois, on a une soirée-jeu, 2 fois par mois, on a un temps de catéchèse dont j'en fais un et eux en font un. En service, on a le service de la messe une fois par mois, la messe du dimanche soir, dans une paroisse de la ville de Laval. Au bout de presque 10 ans d'expérience, ce que je constate, c'est qu'on a des garçons qui ont besoin de se retrouver ensemble, de grandir dans la foi. Et alors, toutes les années sont différentes. Cette année est particulièrement belle. Donc moi, je suis présent le lundi soir, bien sûr, le lundi, le mardi et le mercredi matin. Je suis curé de 23 clochers à la campagne, à peu près 15 km du foyer, ce qui leur donne suffisamment d'air pour pas que je sois toujours sur leur dos, et j'essaie de me rendre disponible pour qu'ils puissent être là. Ils sont invités à avoir un accompagnateur spirituel qui n'est pas moi. Il y a une liste de prêtres et de religieuses et de laïcs qui rendent ce service, qui leur est donné au début. Après, voilà, je ne les flique pas, ils font comme ils le sentent. Et puis, pour une grande majorité d'entre eux, ils ont aussi un service à l'extérieur. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est incité. Et pour la plupart, ils sont chefs scouts. Le projet à la rentrée 2022, donc septembre 2022, c'est d'ouvrir un foyer de filles, puisque depuis 4 ans maintenant, on a des formations qui sont plus féminines.
l'école d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs d'aéronautique et d'informatique, quand il y a 4 filles dans une promo de 120, c'est bien. Et là, on a une école d'infirmières qui vient de grossir, une formation d'aide-soignante et une école de kiné. Donc, le taux de filles à l'aumônerie a nettement augmenté. Et donc, en 22, normalement, on ouvrira un foyer ressemblant à celui-là, mais pour les filles. Voilà ce que je peux vous dire sur le mode de fonctionnement. Les garçons assument la vie de la maison, matérielle, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes pour leur alimentation, pour le ménage, bien sûr, et puis ils ont quelques services. Le foyer est adossé à une communauté religieuse de sœurs âgées, même très âgées, et donc ils ont quelques services aussi dans l'année qu'ils rendent aux sœurs sur des travaux de force. Pour gérer le foyer, il y a 2 hommes qui sont les ressources techniques pour la maison, et puis une des religieuses qui a un rôle de maman, on va dire ça comme ça, notamment pour les garçons qui débarquent en première année. Il y a 10 places, l'année prochaine, par exemple, j'ai 6 garçons sur liste d'attente déjà. Et donc voilà, on ne manque pas de demandes malgré la petitesse de la ville. Est-ce qu'il y a des colocs, David, chez toi? Il y a des colocs qui sont pas, c'est-à-dire que les garçons, par exemple, là, les 6 qui sont sur liste d'attente, je les ai reçus. Et autour du foyer, il y a des grands appartements et des maisons dont je connais les propriétaires, et donc souvent ils organisent, il y en a 3 là par exemple cette année qui ont organisé une coloc dans un appartement à tout près, et donc ils participent à la vie de l'aumônerie, mais pour le coup ils s'organisent un peu en autogestion. Moi, je ne suis pas dans leur organisation. Il y a une question aussi, ménage, entretien des locaux, c'est bien les étudiants qui y veillent. Tout à fait. Tout à fait. Même si vous voyez, par exemple, cet après-midi, il y a un gros chantier au foyer, donc il y a 2 étudiants qui sont en vacances, et je vais superviser, ça peut faire du bien. Combien d'étudiants à Laval? Laval, il y a disséminé en plein de formations, et des formations par alternance, il y a 5000 étudiants. C'est pour ça qu'on t'a aussi proposé de présenter ton projet, David. Il y a beaucoup de villes universitaires de taille moyenne en France. Bien sûr, il y a la quinzaine de grandes villes qu'on connaît tous, qui accueillent des centaines de milliers d'étudiants, et puis des villes comme ce que tu évoques, avec 2, 3, 5, 7, 10 000 étudiants, donc qui sont des tailles plutôt modestes pour la venue d'étudiants, nous demandent sans doute une intelligence justement pour proposer des logements adaptés. Et donc, tu évoques l'ouverture d'un nouveau foyer pour des filles l'an prochain, signe qu'il y a une réelle demande, y compris donc dans des villes de taille modeste pour l'accueil des étudiants. Il y a des questions sur le chat. Une première, c'est combien de mois en fait sont-ils présents, 12 ou 10 mois? Et puis comment se vit la dimension vocationnelle dans le foyer? Alors, combien de temps ils sont présents? Comme c'est des écoles d'ingénieurs, c'est complexe puisque c'est sur 5 ans, il y a des stages. Enfin, beaucoup sont en école d'ingénieurs, pas tous cette année, mais voilà. Et puis, il y a des jeunes garçons, enfin des jeunes hommes qui vivent au foyer, qui ont leurs parents à 40 km. Et puis, vous en avez d'autres qui habitent à Strasbourg, donc ils ne rentrent pas très souvent. Donc, c'est très variable et c'est vraiment à la carte, en sachant que, par exemple, on a un garçon là qui rentre en dernière année d'école d'ingénieur, donc il sera là d'octobre à février l'année prochaine. Et donc, c'est compliqué de trouver un logement pour seulement quelques mois. Donc, en fait, chez les sœurs à côté, il y a des chambres, et donc on ne le met pas dehors, il reste dans la communauté. Mais donc, il y a cette souplesse-là. Donc, le bail est sur 12 mois.
mais dans les faits, c'est très variable. C'est très, très variable. Et comment se fait un peu la mise en connexion? Parce que c'est-à-dire que 6 personnes qui arrivent déjà au mois de mai, c'est super. C'est-à-dire que c'est beaucoup de bouche à oreille. Comment ils connaissent? Alors d'abord, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. On est dans les petites villes, il n'y a pas forcément beaucoup de logements étudiants. Et donc, moi, je suis prêtre à la campagne, mais les curés de Laval, très souvent, sont contactés, me renvoient les demandes. Et donc, voilà, c'est beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne. Après, le challenge, c'est de réussir à leur permettre de, intégrer les règles de vie de la maison. C'est-à-dire que quand on vient au foyer, la prière du matin, ce n'est pas négociable. Donc, parfois, on a des mamans qui sont très enthousiastes par le projet et des étudiants qui le sont nettement moins. Donc, on les aide à trouver un autre logement. Parce que c'est pas, voilà, moi, je dis souvent à des parents, je dis, c'est pas vous qui allez vivre là, c'est eux. Donc, si c'est pas leur projet, ben non. Je rencontre toujours les parents et le jeune garçon, le jeune homme. Donc voilà. La dimension vocationnelle, elle se vit d'abord par la prière et puis par les topos du lundi soir dans la formation chrétienne. Moi, je dis toujours que le foyer, ce n'est pas le petit séminaire. L'enjeu, c'est de faire des chrétiens qui tiennent debout, quelle que soit leur vocation. Et ça, c'est dans l'accompagnement qu'ils vont avoir avec leur père spirituel ou leur mère spirituelle, enfin leur accompagnateur, qui n'est... Je suis en train de réfléchir. Sur les 10, cette année, j'en accompagne aucun. Par contre, d'un point de vue spirituel, on a toujours 3 entretiens. Il y a un entretien pour rentrer, un entretien à mi-parcours et un entretien de fin d'année. Systématiquement, où on reprend toutes les dimensions de la vie communautaire et la question de la vocation, elle surgit, mais au fort externe seulement. Merci beaucoup, David. Pardon, vas-y. Je vois la question de Thibault. Oui, il y a une charte de vie que je pourrais vous envoyer. Il y a une charte de vie qu'il signe en entrant sur les services qu'ils ont à rendre et sur l'engagement spirituel qu'ils prennent. Merci David pour ce partage et puis pour ce partage aussi des documents. On vous transmettra aussi des chartes. On en a le service juridique de la CEF, on a aussi. Erwan aussi, le père Erwan de Brest nous l'avait partagé, on pourra vous la partager. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les partager aussi, qu'on puisse vous les mettre en commun aussi pour ceux qui désiraient peaufiner ou finaliser leur charte. Et puis maintenant, on accueille notre dernière initiative de la matinée, qui est Simon de Sirène, et qui est présentée par Laurent de Chérizet, qui doit être présent et qu'on accueille avec grand plaisir pour cette dernière intervention de la matinée. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, ravi d'être là ce matin. J'espère qu'il y a encore le courage et l'énergie pour les 10 dernières minutes. Je vais commencer avec beaucoup de fierté par vous partager un petit film d'1 minute qu'on a fait pour essayer de résumer un peu le sens de ce qu'on vit. Et on l'a fait avec quelqu'un qui porte bien la voix du sens, qui est Grand Corps Malade. Et donc pour resituer Simon de Sirène, en fait, c'est une initiative que j'ai initiée en tant que famille concernée par le handicap grave qui surgit en cours de vie. Les 40 000 personnes par an en France qui basculent après un trauma crânien, un AVC ou une infirmité motrice cérébrale autour de la naissance et qui se réveillent avec une incapacité à répondre aux critères de performance de la société. Voilà. Même nous les cathos, on n'échappe pas au syndrome que j'appelle le syndrome du carnet de notes, où on se rassure quand on a un bon carnet de notes et on s'inquiète quand on a un mauvais carnet de notes et on peut passer à côté du sens profond de la vie à travers ce prisme du carnet de notes. Et en tout cas, voilà, les personnes qui arrivent à Simon de Sirène, surtout pour celles qui ont eu un grave accident de voiture à 17 ans ou un AVC à 45 ans, qui peuvent être mariées avec des enfants mais plus en capacité d'assumer leur réalité parentale ou leur rêve d'avenir pour les jeunes. C'est des personnes qui viennent nous interpeller au plus profond qui est l'être humain. Et en tant que chrétien, c'est quelque chose qui est très radical parce que ça nous fait passer vraiment de la tête au cœur profond. Quand la personne dit « mais moi, je peux plus répondre à tous ces critères-là ».
Et quand on professe l'acte de foi, à qui on croit, à quoi on croit, par rapport à des personnes qui peuvent être dépendantes 24 heures sur 24, qui peuvent plus être dans leur vocation de papa ou de maman. Enfin, c'est quelque chose qui est très sidérant, qui est très violent, et en même temps, qui nous amène à venir vérifier si ce que l'on professe quand on dit je crois à Dieu, je crois à l'homme, je crois au Créateur, je crois à la créature, quand on professe cette foi en l'homme, à l'image de Dieu, est-ce que c'est vrai jusqu'au plus fragile dans sa réalité concrète de chaque jour avec un corps blessé qui a du mal, pour qui c'est douloureux de se réveiller, c'est 2 heures d'accompagnement, etc., etc. Et avec la réalité souffrante qu'on ne règle pas de je peux plus assurer ma parentalité ou je peux plus être dans mon rêve d'une belle jeune fille qui va avoir un bel avenir. Voilà. Donc, du coup, ça nous amène de manière radicale à qui est l'homme, quel est le sens de la vie, et ce sens et cette réponse, elle est dans l'être se construit dans la relation à l'autre. Ça va pour moi quelque part du côté un peu du jardin d'Éden, où en fait la personne fragile nous invite à redécouvrir notre capacité à rentrer en relation et à me laisser aimer et à me laisser être co-acteur de cette civilisation de l'amour dont parlait Jean-Paul II. On la voit à l'écran. En espérant que ça va fonctionner aussi pour le son. Est-ce que vous entendez le son? Oui, on entend. Il y a d'abord Oui, c'est bon, on entend le son. les premiers mots, les premiers pas. Et puis il y a les secondes chances de ceux pour qui tout recommence. Deuxième frisson, deuxième émoi, tout est plus fort la deuxième fois. On fait avec, on joue le jeu, le b.a.-ba, le peu à peu. On s'adapte, on veut être apte maintenant que s'ouvre le deuxième acte. Envie d'y croire, de résister, garder espoir pour exister. On est tenace, on a la classe, on reprend nos droits la deuxième fois. On garde la joie, on garde l'ivresse, les rires, le zeste et la caresse. Le goût du sel, les désaccords, on laisse l'ennui et les remords. Des autres, la liberté, l'élan, les larmes et la fierté. Quand on renaît une deuxième fois, les premières fois. Voilà, donc ça, on est vraiment très heureux d'avoir ce petit film parce que moi, c'est une chose que j'aime beaucoup dans mon engagement, c'est que finalement, la relation avec le plus fragile nous amène à rendre extrêmement audible et très universelle la proposition de l'Évangile. Cette vision, cette anthropologie chrétienne, cette vision chrétienne de l'homme, de croire que la vie la plus fragile a un sens profond. Et c'est l'expérience qu'on propose aux personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai initié ça pour ma sœur qui a eu un accident. Je ne pensais pas que ça serait un long chemin sur 15 ans d'engagement. Et en fait, on a créé une fédération pour accompagner des groupes locaux qui créent ça. C'est jamais nous qui créons. On aide toujours les groupes en partant d'un petit groupe d'amitié. On appelle ça les compagnons Simone Sirène, où des personnes valides et handicapées sont capables chacune de dire, un peu comme dans notre définition du bien commun, c'est bon pour moi, pour toi, pour nous. Je viens pas juste faire ma BA, je viens aussi parce que ça me fait du bien. Et les personnes handicapées, elles sont très fortes pour dire... voilà, en fait, toi, tu viens faire ta BA. Et du coup, il y a quelque chose d'une relation vraie. C'est une école de relations pour moi, cet engagement. On est aujourd'hui dans une douzaine de villes avec 25 maisons partagées. Et la proposition qu'on fait aux jeunes, c'est de venir en fait habiter sur place, chacun à son studio. Une maison, c'est une douzaine de logements, moitié handicapés, moitié valides. Et chacun a son logement, sa kitchenette, sa salle de bain. Et il y a une grande salon salle à manger cuisine au centre où en fait on partage des moments, des repas, des temps de loisirs, des temps spi, des temps d'engueulade, des temps de réconciliation. Enfin voilà, la vie de chacun, j'ai envie de dire. Et la proposition, elle est à la fois à des salariés, donc des personnes qui viennent qui habitent dans les maisons, qui sont un peu comme des permanents lieux de vie. On a aujourd'hui 200 salariés parce que c'est du handicap qui demande beaucoup d'accompagnement humain, donc c'est très,
très mangeurs de temps. Et puis, pour des volontaires service civique, on a un agrément national et on a dans chaque maison 1 ou 2 volontaires service civique. Et puis, on expérimente, particulièrement dans nos maisons à Marseille actuellement, aussi des propositions à des jeunes qui viennent, soit étudiants, soit jeunes pros, et qui viennent apporter un peu l'extérieur dans la maison et dans la communauté. Et voilà, on sent que ça a du goût. Donc moi, je suis aussi très preneur des chartes, etc., des lieux d'expérience pour savoir comment bien conjuguer ces 4 réalités, les personnes handicapées, les salariés, les volontaires, et puis des colloques qui sont ailleurs dans la journée, mais qui amènent l'extérieur dans la maison le soir et le week-end.